Bonsoir à toutes et à tous, mesdames et messieurs, bienvenue à l'édition du soir de ce jeudi 24 novembre 2022. Nous prenons la direction de l'Assemblée nationale à Porto Novo où le ballet des ministres se poursuit. Il faut dire que ce mercredi 23 novembre 2022, ce fut le tour de la ministre en charge du numérique, de la digitalisation, de défendre un budget de plus de 31 milliards de francs CFA pour des projets à fort impact dans les secteurs du numérique et des médias. Voici Émeric Okokeli pour le compte-rendu. Les crédits alloués au ministère du numérique et de la digitalisation au titre de l'exercice budgétaire 2023 s'élèvent à 31 milliards 115 millions 81 000, soit 9 milliards 3 millions 433 000 pour les dépenses ordinaires et 22 milliards 115 millions 648 000 pour les dépenses en capital. Ce budget est en hausse de 23,57% par rapport au budget 2022. Cet accroissement du budget 2023 résulte des nombreux chantiers ouverts en 2022 et qui doivent se poursuivre et se renforcer. Pour l'année 2023, dans le cadre donc, du développement du numérique dans notre pays, nous aurons le renforcement des socles qui sont déjà en place. Je veux citer la plateforme de services publics, l'infrastructure à clé publique, la plateforme nationale d'interopérabilité. Donc nous aurons un grand volet consacré au renforcement de ces socles communs à toute l'administration publique. Nous aurons ensuite un volet consacré à la transformation numérique des collectivités locales, les mairies, les préfectures, en tout cas apporter au plan décentralisé la transformation numérique faite au niveau central. Nous aurons également au niveau de l'administration intelligente la généralisation de la gestion électronique du courrier et des documents dans toute l'administration publique. La ministre du numérique a aussi exposé aux députés les principales actions envisagées à travers les projets structurants dans le secteur des médias. Nous aurons bien entendu la poursuite de la modernisation de nos médias publics, donc au niveau de l'ORTB, l'acquisition d'un certain nombre d'équipements pour moderniser la chaîne. Et nous aurons également l'opérationnalisation de la nouvelle chaîne A+ Bénin, pour laquelle pendant de longs mois nous avons fait un travail de fond et donc là nous passerons à la mise en œuvre des actions. Et puis nous aurons bien entendu le renforcement de l'infrastructure de collecte et de diffusion de la TNT qui est déjà en place. Donc ce sont autant de projets impactants, de projets importants pour notre secteur que nous allons mener en 2023 et que ce budget nous permettra donc d'accélérer. Au cours de cette présentation, les députés ont apporté leurs propositions et recommandations quant à l'amélioration de la qualité du service numérique au Bénin. Et c'est une Aurélie Adam Soulé satisfaite qui repart. Merci à vous, Émeric Okokeli. Depuis le positionnement des logos des partis politiques sur le bulletin unique, c'est le calme plat. Qu'est-ce qui explique ce silence et qui finance les opérations électorales? Ce sont donc des questions qui ont été décortiquées au cours de l'émission matinale Questions électorales de ce jeudi 24 novembre 2022 par le consultant politique Agapit Napoléon Maforican. Jeannot Doupeillon nous fait ici le résumé. Selon le calendrier électoral publié par la Commission électorale nationale autonome, la prochaine activité est attendue pour le 1er décembre 2022. À cette date, si le calendrier ne subit pas une modification, la Sénat procédera à la publication de la liste des centres et postes de vote et celle des agents électoraux retenus. Ainsi donc, pendant une semaine encore, il n'y aura plus d'activité du côté de cet organe de gestion des élections. Ce qui est normal, puisque les activités à venir doivent être peaufinées à l'interne, explique Agapit Napoléon Maforican, consultant politique et expert électoral. Calme plat, oui, parce que c'est des opérations internes, c'est des opérations administratives. Il faut peut-être recruter les présidents et assesseurs des bureaux de vote, les répartir, ce n'est pas une tâche facile. On a 4-5 arrondissements, on a plus de 5000 villages. Les centres de vote, le nombre de postes de vote par village, donc c'est pas une logistique facile. Donc il faudrait désigner les coordonnateurs d'arrondissement, gérer la question de la formation des présidents et assesseurs. À la Sénat a réussi son décollage, a fini par avoir la liste électorale acceptée par tous, presque, et puis ensuite le grand moudre, donc on est là, on est en plein vol.
faut trouver les candidats, c'est réglé, contentieux terminé. Quand on est candidat, positionnement sur le bulletin unique a été fait. Il reste quoi? Le troisième temps, c'est-à-dire le temps de la préparation de l'atterrissage. Et de l'atterrissage, ça veut dire quoi? Le scrutin. Oui. Là maintenant, donc, tout le monde est orienté vers le scrutin. Et tout le monde s'y prépare. Le scrutin, il y a plusieurs étapes. Déjà, une fois que la Sénat a la main, connaît la liste électorale, donc connaît le nombre de centres de vote et de postes de vote, éventuellement, déjà à avoir. Connaît déjà le positionnement sur les bulletins. Donc, on peut lancer la commande des bulletins. Déjà, on peut lancer la commande de matériel, faire l'état des lieux et ajuster, parce que c'est sûr que le travail est déjà fait. Donc, il faut ajuster. Nous parlions hier de la logistique. On y est toujours. Donc, actuellement, c'est la mise en place par la Sénat de la logistique électorale. Pendant que la Sénat met en place la logistique électorale, dans les états-majors des partis, il n'y a pas aussi grande activité. À l'interne, les responsables identifient les stratégies pour démarrer la campagne électorale et également travaillent à une gestion des frustrations issues du positionnement des candidatures, même si elles ne sont pas nombreuses cette année. Il y a quelque chose qui change dans le comportement des acteurs. Avant, lorsqu'on a fait de positionner les gens, c'est un peu les langues se délient. Est-ce que vous pensez qu'il n'y a pas de mécontentement dans les gens? Il y en a sans doute. Tout le monde veut. Aller au Parlement, c'est quand même noble, honorable député. Qui ne veut pas l'être, lorsque vous êtes militant politique. Donc, mais tout le monde n'a pas cette chance d'y aller, parce que les places sont limitées, il fallait bien faire des choix. Alors, est-ce que ceux-là sont très contents? Certains font compte de mauvaise fortune, bon cœur. On a écouté certains, dit tout l'engagement, bon voilà, mais au fond d'eux, ils savent qu'ils ne sont pas totalement contents. Avant, ils auraient dû prendre les médias, disons, mettre les médias à profit pour... Oui. Aujourd'hui, ils sont obligés de faire attention parce qu'ils savent que l'épée de Damoclès peut toujours planer sur leur tête et ça peut y sévir parce que l'organisation au sein des partis, la discipline au sein des partis, il y a des partis qui n'ont pas les idées. Donc, les partis savent que désormais, comme ce ne sont plus des partis patrimoine, ils ne peuvent plus se permettre, les militants savent qu'ils ne peuvent plus se permettre n'importe quoi, n'importe comment. Et donc, ils sont obligés de garder le calme. C'est ce que nous constatons. Sans doute, à la fin des élections, on aura quelques mouvements, mais pour le moment, tout semble encore correct. Chacun essaye de gérer au mieux un peu ses émotions. Les émotions sont donc gérées d'une manière ou d'une autre. Mais l'autre question majeure qui se pose, c'est qui finance les opérations électorales? Voici les précisions du consultant politique. Là, nous sommes dans l'organe de gestion des élections. Et l'article 13 du code électoral précise bien que les élections sont gérées par la commission électorale nationale autonome et qui élabore son budget de fonctionnement et le budget des élections, et le budget d'organisation des consultations électorales et référendaires dans le respect des règles en matière de budget et de comptabilité publique en vigueur. Ces différents budgets sont intégrés au budget général de l'État. En clair, c'est l'État qui finance les opérations électorales. Et le même article dit que la commission électorale nationale autonome ne peut recevoir des dons, l'aide et subventions qu'avec l'accord du gouvernement. C'est important cet alinéa parce que par le passé, on a connu des moments délicats, effectivement, donc dans le financement des opérations électorales, surtout avec l'intervention des Sénats. Vous savez, comme c'est le gouvernement lui-même, c'est pas si compliqué. Mais lorsque un opérateur nouveau intervient et que des situations conflictuelles pourraient exister entre l'opérateur et le gouvernement, il s'est posé à des moments donnés d'énormes problèmes donc, de financement des opérations électorales. On peut dire quand même qu'il y avait quelques dilapidations, pour le dire, enfin, quelques éléments de mauvaise gestion. Mais il y avait la démographie évidemment et comme on devient plus exigeant dans la sécurisation, dans l'organisation, parfois tout ça prend du temps. Le nombre de la Sénat étant passé de 9 à 11, de 11 à 15, de 15 à 19, vous voyez, bon donc il y a les avantages, il y a les intrants qui coûtaient de plus en plus cher, il y a tout ça qui entre en ligne de compte, ont rendu les opérations coûteuses. Et donc, les gouvernements n'ont pas été toujours disponibles. L'installation tardive des Sénats aussi a perturbé la qualité de financement parce que le gouvernement, n'organisant pas, a toujours attendu que la Sénat soit prêt et que soit en place.
les Sénats installés tardivement, les problèmes qu'on commence parce que, et parfois, il fallait aller plus vite, et comme on va plus vite, on va tout déclarer, vous voyez déjà comment, ce qu'on peut acheter à 10 francs, on peut bien l'acheter à 80 francs, et rien ne se passe en ce temps-là. Voilà, des précisions sur les questions électorales que vous suivrez avec le consultant politique Agapite Napoléon Maforican tous les matins du lundi au vendredi sur l'émission Les Réveils et résumé le soir dans nos éditions. Cérémonie d'accueil du syndicaliste Laurent Métoyon ce jeudi 24 novembre 2022 à la Bourse du Travail. C'est à l'initiative de la Confédération syndicale des travailleurs du Bénin. Il faut le rappeler, mis en détention depuis le 17 novembre 2017. Il a été relâché le 23 novembre, hier donc, et soit 5 ans après, retour sur l'ambiance qui a prévalu aujourd'hui à la Bourse du Travail. C'est avec Emmanuel Amoussou. C'est dans une ambiance festive que le public a accueilli Laurent Métoyon dès son entrée à la Bourse du Travail. La Confédération syndicale des travailleurs du Bénin, à l'occasion, exprime sa reconnaissance à l'endroit de ceux et celles qui ont soutenu l'ancien président du conseil d'administration de la Caisse nationale de sécurité sociale et ses co-accusés durant les 5 années de détention. Au nom du comité confédéral national CCM de la CSTB, je prends la parole à cette occasion solennelle pour exprimer la joie et la satisfaction des travailleurs du Bénin après la libération du camarade Laurent Métoyon et de ses co-accusés Edouard Adégoké, Youssa Ossali Aboudou, Célestin Aono et Jérémy Moura. Nous vous disons bravo. Bravo pour avoir tenu bon. C'est l'occasion pour nous de féliciter tous ceux qui, de près ou de loin, ont contribué aux luttes sous toutes les formes et pour l'entretien physique et moral des camarades pendant ces 5 ans de souffrance. Laurent Métoyon, de nouveau dans sa famille syndicale, a témoigné sa gratitude à l'endroit de tout le public béninois et de tous ses nombreux donateurs. Je remercie tous ceux qui m'ont soutenu pendant les 60 mois, 1 semaine. Madame la présidente du comité de soutien et le président de l'ODHP, remerciez tous vos donateurs. Et dites-leur que leurs commissions sont allées vers nous, à Cotonou et à Misérité. Je remercie toutes les personnalités, parce qu'il y en a eu, qui m'ont soutenu. Je les remercie. Je remercie tous les travailleurs à travers la CSTB qui n'a cessé de nous envoyer l'aide financière pour nous permettre de survivre. Et naturellement, je n'oublierai pas les miens. Des souscriptions volontaires ont été faites au ministère des Finances. Plusieurs fois, nous avons reçu leur soutien. Je les remercie. La diaspora, elle en a fait suffisamment. Madame Colornou, dites-leur que nous avons survécu grâce à leur aide. Le peuple béninois tout entier, j'ai eu leur soutien. Ils ont voulu plutôt que je sois libéré. Ils ne l'ont pas eu, mais la fin de la peine est arrivée et me voici parmi eux avec mes co-détenus. Pour rappel, Laurent Métoyon a été condamné à 5 ans de prison pour avoir effectué un placement de 17 milliards de francs CFA à la Banque internationale du Bénin, BIBE, contre des rétrocommissions alors que l'institution financière était en faillite. En plus des 5 ans de prison, le syndicaliste a été condamné à payer une amende de 2 millions de francs CFA.
Voilà, nous allons nous intéresser à présent à la page magazine qui s'est appesantie sur les absences et congés en entreprise qui sont relativement nombreuses. Vacances, congés, maladies, formations, congés de maternité sont entre autres connus selon le Code du travail. Tout salarié a le droit, bien sûr à des congés payés qui sont acquis pendant la période du travail. Comment ces droits sont-ils organisés dans les entreprises? Les précisions dans ce magazine que nous propose Modeste Dossoutogé. Travailler en entreprise, c'est accepter des devoirs, mais aussi avoir des droits. Au nombre de ces droits, le droit au congé est inscrit dans le marbre du Code du travail. Cependant, pour la bonne marche de l'entreprise, ces congés doivent être négociés et pris suivant certaines règles. Le législateur dit que le congé de maternité démarre 6 semaines avant la date présumée de l'accouchement. Ce congé-là prend fin 8 semaines après la date de l'accouchement. Mais lorsqu'il arrive que après l'accouchement, on constate où il y a une maladie qui découle de l'accouchement, le législateur permet également à la femme de rester encore 4 semaines. Lorsqu'on prend les congés annuels payés, ce sont des congés que le législateur a prévus. Chaque année, chaque employeur doit aller en congé se reposer. Ce congé va de 24 jours ouvrables jusqu'à 30 jours. Ça dépend de votre temps, le temps que vous avez déjà effectué dans l'entreprise. Et ça dépend également de chaque entreprise. Le congé est une obligation contractuelle que l'employeur doit accorder à l'employé. Il ne faut cependant pas confondre les différents types de congés. Parfois, on a tendance à confondre les congés maladie et les congés annuels payés. L'employeur vous dit, mais lorsque vous avez été malade, je vous ai accordé 4 jours pour vous soigner. Donc, on enlève ça. C'est souvent dans les privés. Chaque type de congé avec un schéma bien concis. Donc, il faut récapituler pour dire que les congés annuels sont différents des congés de maternité et différents des congés maladie et des absences sollicitées également par l'employeur. Lorsque nous parlons des congés payés, en dehors du contrat de travail, en dehors de la convention collective de travail, il y a aujourd'hui une forme de consentement qui peut exister entre l'employeur et l'employé, notamment pour ceux qui sont dans les 35 heures ou ceux qui sont peut-être dans un contrat à durée déterminée. Il y a une possibilité de passer à ce qu'on appelle la compensation ou l'indemnisation du congé. L'employeur peut décider payer le congé à l'employé et l'employé par consentement accepte que l'employeur lui paye le congé. Et ça, souvent, ce sont les prud'hommes qui procèdent à la rédaction de cet acte-là. Mais c'est uniquement dans les contrats à durée indéterminée qu'il est impossible d'aller à la compensation d'un congé qui n'a pas été bénéficié ou qui n'a pas été joui par l'employé. En cas de décès d'un proche, les travailleurs peuvent s'absenter du travail entre le moment du décès et les funérailles. Durant leur absence, leur lien d'emploi est protégé. Ça entre dans les causes valables parce que vous avez un décès en famille, vous devez partir peut-être le mercredi. Il faut notifier ça à votre employeur. Ce qu'on constate également dans les entreprises, c'est que les employés viennent souvent peut-être à la veille ou 24 heures avant de solliciter. Demain, je ne serai pas là. Je pense que ça n'aide pas l'entreprise à évoluer si on vous a déjà programmé pour un service que vous ne devez pas être là. Ça engendre des pertes pour l'entreprise. Que lorsque vous voulez bénéficier d'un congé ou bien d'une absence pour personne que vous avez perdue, c'est en situation ascendante, de manière plus proche à vous. Lorsque vous perdez par exemple un fils, vous avez droit à 1 semaine. Lorsque vous perdez un père par votre maman, vous avez droit à 3 jours. Ce qu'en cas de législateur, le Code du travail, la Convention collective du travail, c'est soit pour vos fils, pour vos parents, c'est-à-dire vos parents proches de manière ascendante, papa, maman, ou bien peut-être vos frères, ou peut-être vos enfants. Quand c'est un frère, ou un papa, ou une maman, c'est 3 jours. Quand c'est un enfant à vous, c'est 1 semaine. C'est ce que le Code du travail et la Convention collective du travail en vigueur en République du Bénin permet. Selon la législation en vigueur relative aux droits du travail, chaque salarié a droit à des congés payés. Les moyens utilisés au sein des entreprises pour organiser leur absence diffèrent d'une entreprise à une autre. La note circulaire dans une entreprise doit respecter les règles et dispositions du Code du travail d'obtenir librement un temps de congé. Lorsque vous venez devant une juridiction, et qu'on constate que dans la note circulaire, il est dit des choses qui sont contraires à la loi,
la loi ne sera pas obligée d'accepter cela. On va casser cela et certainement que l'employeur va payer des dommages internes aux employés qui ont subi cela parce que l'employeur est dans une position de force par rapport aux employés. Et donc, dans ce contexte-là, psychologiquement, les employés n'ont pas trop de pouvoir, n'ont pas trop d'instance de pouvoir. À moins que nous sommes dans une entreprise vraiment organisée avec des syndicats, avec des instances de décision. Là, on pourra dire que c'est les syndicats qui n'ont pas fait leur travail. Le code du travail permet à tout employé au sein de l'entreprise de dire ce cycle-là, je ne suis pas d'accord. En même temps, vous allez saisir l'inspection du travail, comme vous pouvez peut-être ne pas saisir l'inspection du travail et en même temps vous prononcer votre démission, d'une part. D'autre part, c'est être une entreprise mal organisée que d'être surpris par une demande de congé. On ne peut pas venir tôt le matin pour vous dire j'ai perdu un parent pour que j'ai un congé. Il y a des tests qui existent justement. C'est les directeurs entre eux qui se réunissent, qui étudient cela, qui signent et c'est affiché. On ne va pas réunir tout le personnel. Ce qu'on veut afficher, vous avez quelque chose à dire là-dessus. Très souvent, ça ne se passe pas ainsi. Le personnel est obligé de s'y conformer, même s'il n'est pas d'accord. Pour le législateur, il faut avoir fait un temps donné au sein d'une entreprise pour bénéficier des congés. Il faut faire 1 an d'abord. Et c'est après ces 1 an, parce que c'est 1 an après que vous demandez à vous reposer. Vous avez travaillé pendant 1 an et vous demandez par la suite à vous reposer. Donc, il ne faut pas, parce que le législateur a prévu des temps de congé annuels, il faut venir en entreprise 3 mois après, vous avez besoin, c'est 2 jours par mois que le législateur a prévu. Et donc, vous ne venez pas en entreprise 2 mois, 3 mois après, vous demandez peut-être à prendre, 6 jours. Le législateur a été bien clair, il faut 1 an. La bonne gestion des congés et des absences est primordiale pour une entreprise. Ses impacts sont nombreux aussi bien d'un point de vue financier que pour la bonne relation avec les salariés. Et nous sortons. Merci à vous, Modeste Dossoutoué. Et nous sortons du Bénin, briefing thématique sur le 20e congrès national du Parti communiste chinois, PCC, au sein de l'ambassade de Chine près le Gabon. Une exposition pour thème qui a eu pour thème Chine pour une décennie extraordinaire dans la nouvelle ère a été donc organisée au sein de la grande chancellerie à l'intention du Parti démocratique gabonais. L'ambassadeur de Chine au Gabon a servi de guide pour ses invités, le secrétaire général du Parti démocratique gabonais PDG et plusieurs de ses collaborateurs. Ensemble, ils parcourent une galerie de photos sélectionnées pour l'exposition dénommée Chine, une décennie extraordinaire dans la nouvelle ère. Chacune des photographies montre l'harmonie du peuple chinois qui œuvre sans relâche pour le développement industriel, le progrès social et le dialogue multilatéral dans le monde, sous la gouvernance du Parti communiste chinois, PCC. La Chine envoie des satellites sur la Lune, les sondes sur la Lune. La Chine est dans la couche, à l'espace, au même titre que les États-Unis et d'autres pays, dont la Russie, mais surtout les États-Unis avec qui la Chine aujourd'hui se situe à égalité dans la conquête spatiale. C'est dire combien le développement de la Chine a été rapide. Et la particularité du développement de la Chine, c'est que ce développement ne s'est pas fait au détriment de la population, mais elle s'est faite en harmonie avec le développement, l'amélioration des conditions de vie des populations chinoises. La pauvreté aujourd'hui est éradiquée de la Chine. Dans le cadre d'un briefing, l'ambassadeur Li Jinjin a fait un exposé au secrétaire général du PDG, Steven Zeko Djego, face à l'ensemble de sa délégation, constituée de hauts cadres du secrétariat exécutif du Parti gabonais au pouvoir. Le diplomate chinois a présenté la signification du 20e congrès et la tâche centrale du PCC dans la nouvelle marche de la nouvelle ère, ainsi que les 2 étapes stratégiques pour réaliser l'objectif du 2e centenaire, celui qui consiste à faire de la Chine un grand pays socialiste moderne dans tous les domaines. Le PCC œuvre non seulement au bonheur du peuple chinois et au renouveau de la nation chinoise, mais aussi au progrès et à l'harmonie de l'humanité, a-t-il rappelé. Cette année, nous célébrons le 50e anniversaire de nos relations diplomatiques entre la Chine et le Maurice. C'est un grand moment pour nous. Maurice est très fier de ses relations avec la Chine. On a gagné beaucoup en termes de partage. Nous avons vu les partages qui se fait. La Chine est venue énormément à l'île Maurice.
qu'ils ont utilisé, qu'ils ont mis en œuvre en termes d'expérience de gouvernance pour nous permettre à nous de faire autant à l'Île-Maurice. Le secrétaire général du PDG a félicité la réussite du congrès et a tenu à saluer, au nom du distingué camarade président Ali Bongo Ondimba, l'excellente relation d'amitié et de coopération qui lie le PCC et le PDG depuis 1981. Il a saisi aussi cette occasion pour réitérer ses souhaits de renforcer davantage l'échange d'expériences et la coopération multiforme entre les deux parties amies de longue date. Voilà, toutes nos excuses pour la qualité de cet élément. Nous restons toujours avec l'ambassade de la République populaire de Chine qui a fait don d'une centaine de valises médicales à l'ONG Groupement des femmes agro-pastorales pour la lutte contre le VIH. Et là, nous sommes en République centrafricaine. La cérémonie de remise officielle a eu lieu en présence de la première dame de la République centrafricaine, Madame Marguerite Tina Touadéra. Voici le reportage. Ce don de 100 valises médicales comprend entre autres des antibiotiques, des tensiomètres, des masques, des seringues à usage unique, des blouses d'isolement jetables. La Chine compte sur l'ONG Goufepa pour atteindre la population vulnérable. Ces matériels de santé arrivent à point nommé en raison de la recrudescence de la Covid-19 et nous en sommes réellement dans le besoin. L'ONG Goufepa, par la voix de sa présidente fondatrice, saisit cette occasion pour lancer un appel aux autres bienfaiteurs afin de suivre l'exemple de la République populaire de Chine. Ces valises médicales d'aujourd'hui témoignent vraiment le soutien actif, très actif de notre ambassade et de notre gouvernement à Monsieur le Président, Monsieur Touadéra, au gouvernement centrafricain et à la Fondation Goufepa dirigée par Madame la Première Dame dans leurs efforts pour développer le secteur médical et sanitaire de votre pays et dans vos efforts d'améliorer les conditions de vie de votre peuple. De nos jours, les besoins pressants en produits pharmaceutiques sont palpables dans les villes centrafricaines. Pour cause, le système sanitaire du pays est déjà affaibli par de multiples crises qui se sont succédées. L'ONG Goufepa compte sur ces produits pour apporter une solution aux personnes dans le besoin. Vous voyez que ces kits se composent des kits de première urgence et vous voyez dans nos provinces, il y a ce sérieux problème de médicaments. Et je crois que ce médicament va faire beaucoup de choses dans la vie de notre population, de la population centrafricaine. Ce sera l'essentiel en ce qui concerne les informations au Bénin et dans le monde sur E-Télé pour cette édition de 19h. N'oubliez surtout pas de nous retrouver sur l'ensemble de nos plateformes digitales. D'abord sur notre site internet www.etelebenin.com, notre page Facebook E-Télé en direct, notre compte Twitter E-Télé Live, notre chaîne YouTube E-Télé Bénin et en direct via notre application iOS et Android. E-Télé Bénin, E-Télé avec vous, pour vous.